Cette semaine, Méditerranéo vous emmène en Toscane pour admirer le riche patrimoine italien, de plus en plus lourd à entretenir. Nous nous rendrons ensuite dans le village d'Ololai en Sardaigne, où certaines maisons sont en vente à 1 €. Cap sur la belle Minorque, préservée encore aujourd'hui des hordes de touristes, pour terminer avec notre séquence mémoire consacrée au marionnettiste franco-italien Massimo Schuster. Avec ses 51 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'Italie est un véritable musée à ciel ouvert. À court d'argent, le gouvernement fait de plus en plus appel au secteur privé pour sponsoriser l'entretien et la restauration de ces nombreux monuments. Bienvenue à Florence, berceau de la Renaissance. Devant la basilique Santa Croce, l'un des monuments emblématiques de la ville, les touristes commencent à affluer. Marc, un Américain, est venu visiter l'Italie avec ses parents et sa sœur. Après Rome, leur voyage les a menés ici, à Florence. Rome et Florence sont deux villes extrêmement culturelles et anciennes. À Rome, nous avons vu des musées, et à Florence, nous avons voulu venir une journée pour voir le David, le Duomo, la place et le tombeau de Michel-Ange. C'est ce qui nous a attirés, ainsi que les sites architecturaux. L'Italie est le deuxième pays le plus visité d'Europe. Mais un accident survenu au mois d'octobre 2017 a poussé les autorités à s'interroger sur l'état de ces monuments. Un touriste espagnol venu visiter la basilique Santa Croce meurt subitement, tué par une pierre qui s'est décrochée du plafond. Un accident qui ne semble pourtant pas ralentir les touristes. Il peut arriver n'importe quoi. Il peut arriver n'importe quoi, à n'importe quel moment, à n'importe qui. Maintenant, on n'est pas à l'abri de rien. Du côté des professionnels du tourisme, l'ambiance est tout autre. Elva Conti est guide depuis plus de 10 ans. L'un de ses collègues était présent au moment des faits et lui a raconté la scène. Si elle continue ses visites sur le même rythme, elle garde quand même l'accident à l'esprit. Et c'était vraiment choquant pour nous. Parce qu'en fait, même pour nous, pour les guides qui sont, parce que nous sommes toujours dans les églises, sur les places, non, dans les musées. Alors ça nous touche un peu, non? Parce que c'est pas justement, il disait, j'étais là-bas, moi aussi avec mes clients, il y a 5 minutes. Le lieu connu pour abriter le tombeau de Michel-Ange est resté fermé plusieurs jours. Les raisons de l'accident sont encore à déterminer par la justice. Les responsables du site, eux, ne comprennent pas. Rien n'indiquait qu'un tel événement aurait pu se produire. Nous vérifions l'état du bâtiment tous les 6 mois environ. Nous nous assurons que les murs ne comportent aucune infiltration, aucune brèche, aucune anomalie. Et évidemment, des entreprises s'occupent de cela et collaborent régulièrement avec Santa Croce dans leur domaine d'expertise. À quelques dizaines de kilomètres de là, le soleil se lève à Rome. La capitale, gorgée de touristes en été comme en hiver, se prépare à un nouveau jour. Des photos de cartes postales sur le pont des Anges, à l'emblématique Colisée, il n'y a que quelques rues à parcourir. Le vestige romain aux 6 millions de visiteurs par an est bien restauré, à l'image du reste des sites italiens selon Eriti, qui œuvre pour la protection du patrimoine. Mais l'association estime que des efforts doivent encore être faits. Nous avons des fonds pour la restauration en Italie.
Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Mais il manque un effort supplémentaire sur la préservation au jour le jour. Il y a de l'argent, mais ce n'est pas suffisant, car l'affluence du public sur les sites cause des dommages. Ce n'est pas forcément de leur volonté, mais c'est pourtant le vrai problème qui menace notre fragile héritage. Quand nous parlons de préservation au jour le jour, nous parlons aussi des ordures que les gens peuvent laisser. Sur les grands sites, comme le Colisée, le problème c'est ceci. Les gens n'ont pas d'endroit où les jeter. Évidemment, c'est un problème important, car nous devons aider le public à coopérer avec nous. Du côté des autorités, le gouvernement considère avoir engagé suffisamment d'investissements dans la conservation de son patrimoine. Le ministre, Dario Franceschini, défend son bilan, après 4 ans à son poste. Le budget de mon ministère a augmenté de 58% ces 4 dernières années. Nous venons de voter une loi importante qui ouvre le financement aux particuliers. Nous avons reçu 250 millions de participations de la part d'entreprises et de particuliers pour le patrimoine culturel du pays. Les investissements pour des monuments sont passés de 40 millions à près de 4 milliards d'euros. La majorité des monuments et du patrimoine culturel italien sont la propriété des communes ou de privés, pas seulement de l'État. Les villes investissent une certaine partie de leur budget afin de préserver ce patrimoine et les particuliers qui sont propriétaires de demeures historiques et classées reçoivent un soutien direct de la part de l'État. Plus de place au privé, tel est donc le credo des autorités. Cette nouvelle loi permet aux entreprises de déduire une partie de leurs dons de leurs impôts. Retour à Florence, où la fontaine de Neptune est restaurée avec les financements d'une entreprise. Et maintenant, ça fait 1 an, plus ou moins, que nous avons la restauration, les échafaudages. C'est dommage, parce qu'on ne peut pas voir, admirer, mais après, je pense que ça va être vraiment magnifique. Grâce à l'encouragement de cette politique, les Italiens et Orcella, souvent de passage à Florence, ont vu leur ville changer. Par exemple, je peux voir que la basilique de Santa Croce ou le Duomo sont très bien entretenus. Ils n'étaient pas comme ceux-là avant. Donc maintenant, la ville est très bien valorisée. Avec son record de 51 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'Italie a encore de quoi attirer les touristes et mettre à profit ses monuments. Le développement rural est une préoccupation majeure de la politique agricole commune. Devant ces campagnes qui se vident au profit des villes, certaines localités ont pris le problème à bras-le-corps. Pour preuve, cette initiative originale imaginée en Sardaigne. La Barbagie, le cœur géographique de la Sardaigne. Un espace vert infini où s'étendent les hauteurs du massif du Gennargentu. La région abrite des villages originaux au charme authentique, parmi eux Ololai, l'ex-capitale de la Barbagie. Au fil des décennies, comme la plupart des zones rurales, la commune n'a pas échappé au processus de dépeuplement et de désertification. Départ des jeunes vers la ville, vieillissement de la population, en moins de 30 ans, sa situation démographique a subi une baisse de plus de 50%. À l'école moyenne, moi j'ai enseigné ici 1 année, il y avait 7 classes. Et 7 classes nombreuses, tous nombreuses. Donc on peut compter à Ololai alors sur 2500 habitants. Ololai, qui tire son nom d'un ancien cri de guerre à l'allée, a puisé dans son passé, dans son histoire, pour partir en croisade contre l'oubli, l'abandon, la disparition tout simplement.
Vous êtes une personne qui va toujours de l'avant. Tous mes compliments. Ainsi, sous l'impulsion de son maire Efício Arbao, la municipalité a lancé une opération pour le moins originale. La mise en vente de plusieurs maisons, pour la plupart centenaires, au prix à peine croyable de 1 euro. Opération qui a défrayé la chronique médiatique aux quatre coins de la planète. Voilà l'exemple d'une maison qui a été léguée par une famille d'Ololai. Elle l'a donnée à la commune pour que l'on puisse mener à bien ce projet de développement. L'information à peine divulguée, les demandes ont afflué, plus de 500 venus du monde entier. Nous avons eu près de 2000 contacts et nous en avons traité 500. Ces personnes ont exprimé leur désir de venir habiter ici et de restructurer les maisons. Les demandes proviennent des pays asiatiques, de l'Océanie, d'Afrique, de toute l'Europe, du nord de l'Amérique, du sud de l'Amérique, du monde entier. Vito Casula, un entrepreneur à la retraite, a été le premier à décrocher une maison de 2 étages pour à peine le coût d'un expresso. L'enfant du village n'a pas hésité à s'investir et à débourser plusieurs milliers d'euros pour rénover sa nouvelle demeure. On se disait, que faire pour ma retraite? Alors j'ai fait la demande. Nous venons ici depuis plusieurs années. La première fois, nous y sommes venus en 1984 en voyage de noces. Faire revivre ces petits villages, c'est maintenir les traditions. Manger, boire, toutes ces bonnes choses. C'est pour cela qu'en Sardaigne, on vit très longtemps. Et beaucoup d'autres ont saisi l'occasion. La plus étonnante est l'apanage d'une petite communauté hollandaise dont fait partie Diederik Brett. Très vite, il a été séduit par la démarche locale, et pour cause. Le prix, évidemment. Seulement 1 euro pour une maison, c'est presque gratis. On avait un amour pour l'Italie, les gens, le pays en général. On est mariés en Italie. Et ça, ma femme a vu sur les médias sociaux et on l'a pris directement, disons. Désormais, 5 familles de nationalité hollandaise figurent parmi les nouveaux habitants du village. Le tout premier signe que le processus d'un repeuplement sans frontières semble sur la bonne voie. Le projet n'a pas laissé insensibles les résidents de souche ololaise. Les Sardes sont partis toujours partout dans le monde. C'est juste que maintenant, on accueille les gens qui viennent ici. En plus, voir, connaître des autres cultures, des autres gens différents de nous, parce qu'ils sont différents de nous, c'est une belle chose. Tia Francisca partage le même sentiment, mais avec retenue et un soupçon d'optimisme. Nous voyons les étrangers. On ne s'en préoccupe pas, car nous sommes vieux, mais nous sommes quand même contents. Une certitude, un vent nouveau se rapproche vers l'ancienne capitale de la Barbagia. Le vent de l'embellie économique et sociale. Bars, restaurants et autres commerces attendent avec un brin d'impatience le résultat de l'opération Survie engagée un soir de novembre 2017 par la municipalité. Le village de Lolai est de plus en plus vieillissant. Rendez-vous compte, nous, à 50 ans, nous sommes les jeunes du village. Que voulez-vous, c'est comme ça. Nous espérons qu'il y ait un peu plus de mouvement. C'est toujours mieux s'il y a plus de monde. Pour nous, commerçants, on gagnera quelque chose en plus. C'est normal. Une décennie sera peut-être nécessaire pour savoir si le projet a porté ses fruits. Pour l'heure, les nouvelles populations sont là, et bien là. Toutes savourent un plaisir sans retenue, celui d'être venues chercher en milieu rural un cadre de vie serein et agréable, et de l'avoir trouvé. Minorque, la discrète, s'est toujours distinguée de ses bruyantes voisines Majorque et Ibiza. Ici, pas de politique touristique excessive, mais authenticité et respect de l'environnement. Un combat quotidien pour les habitants de l'île.
Un écrin de verdure fermement préservé. Près de 200 km de côte, en grande partie vierge de construction. Loin de l'urbanisation touristique de Majorque et Ibiza, Minorque se vante d'être une île à part dans l'archipel des Baléares. Un bout de terre protégé par des habitants viscéralement attachés à leur territoire. Minorque est composée en grande partie d'une mosaïque de fermes. Alexandra de Olives appartient à l'une des familles de propriétaires terriens de l'île. Depuis quelques années, c'est elle qui gère la ferme familiale. Et cette ferme, elle en est fière. On a toujours été très liés à nos terres. On a toujours fait en sorte que les fermes rapportent suffisamment pour pouvoir au moins en tirer un salaire pour le paysan. Pour nous, c'était très important et ça l'est toujours. Alexandra fait tout pour garder sa ferme et pas question de vendre un hectare. Jamais de la vie. Ni construire un hôtel rural, ni vendre la ferme pour m'enrichir. Le paysage de Minorque, ça n'a pas de prix. Elle est admirative de ce paysage. Près de 70% de son île est inconstructible. Minorque est ultra protégée. Contrairement à ses sœurs Majorque et Ibiza, considérées ici comme des contre-exemples. Ça nous faisait vraiment de la peine de voir tout ce tourisme de masse. Nous, on ne voulait pas de tout ce vandalisme urbanistique. Ici, les propriétaires terriens et les agriculteurs protègent le patrimoine terrestre. Les marins, eux, leur petit coin de mer. Au nord de Minorque, une partie du littoral est classée réserve marine depuis 1999. C'est dans le port de Fornells que nous retrouvons Aleix Riera. C'est l'un des pêcheurs qui ont milité pour la création de cette réserve. Avec son fils Marc, il pêche souvent dans cette zone. C'est autorisé, mais réglementé. Grâce à la réserve, il y a plus de poissons et aussi de crustacés selon les espèces. Et on le remarque aussi en dehors de la réserve, car bien sûr, le poisson se déplace dans d'autres lieux. La réserve sert de pouponnière aux poissons. Et les pêcheurs sont sous surveillance. David Luna est la sentinelle de cette réserve marine. C'est notre devoir à tous de préserver cette biodiversité marine, car sinon, dans 10, 15 ou 20 ans, qui sait, il n'y aura peut-être plus rien. David patrouille régulièrement dans la réserve. Il accoste les bateaux des pêcheurs. Sa principale mission, contrôler les captures pour réaliser un suivi scientifique de l'évolution des espèces. Mais dans ce tableau idyllique, il y a un petit bémol. Depuis 4 ou 5 ans, il y a des bateaux de Majorque qui viennent parce que chez eux, leurs eaux sont bien plus abîmées. Et ils ont une très mauvaise façon de faire. Et en plus, c'est très difficile de les arrêter, car légalement, ils ont le droit de venir. Mais c'est pas normal qu'on ait créé une réserve et qu'après les bénéfices en soient récoltés par d'autres, qui chez eux ne pratiquent pas la pêche durable. L'île tout entière est déjà classée réserve de la biosphère par l'UNESCO. Au milieu de cette mosaïque de nature et de culture, on rencontre David Carreras. Il passe ses journées le nez dans les plantes et ce jour-là, il compte les papillons. Les papillons sont de bons bio-indicateurs des changements d'utilisation du sol et des habitats. S'il y a une destruction d'un habitat, la composition des papillons sera complètement différente. Simplement, en comptant les espèces, en comparant avec les années précédentes,
On peut savoir s'il y a eu un changement de l'habitat dans cette zone. Si on a balancé des herbicides ou des produits polluants, là, on le verra en comptant les papillons. La mission de David, veiller sur la réserve de la biosphère. Et cela passe avant tout par un inventaire de toutes les espèces végétales et animales. Ça, c'est du fenouil marin. Oui, moi je vais en planter. On va réguler la cueillette car les gens en cueillent beaucoup trop en ce moment. Moi je vais en planter pour le mélanger à mon sel car on m'a dit que c'était très bon pour le foie. Nous, on peut les conseiller, pas les obliger. Par exemple, si tu ne laboures pas cette zone, tu pourras protéger cette plante. Autre cas de figure, il est important qu'à certains moments de l'année, on ne passe pas par cet endroit, car il y a un nid de rapaces. Près de 3 Minorquins sur 4 vivent du tourisme. Un phénomène plus récent que dans les autres îles des Baléares. Minorque a mis longtemps à avoir un aéroport. Certaines personnes pensent que parce que Minorque avait une agriculture très active, elle n'avait pas besoin du tourisme à l'époque. D'autres personnes pensent que c'était plus le fait que pendant le régime franquiste, les autorités ne voulaient pas favoriser le développement de Minorque. Pendant la guerre civile, ici, il y avait des opposants à Franco, les républicains. Et certains pensent que c'est pour cette raison qu'on ne nous a pas fait cadeau d'un aéroport plus tôt. Résistants dans l'âme, farouches défenseurs de leur territoire, les Minorquins préservent des traditions ancestrales. Une autre façon d'affirmer leur identité. Comédien, conteur, marionnettiste et metteur en scène, Massimo Schuster est un artiste franco-italien aux multiples facettes, reconnu dans le monde entier. En 2006, il répétait un spectacle intitulé Le Dernier Guerrier. Voici notre séquence mémoire. Je m'apprêtais déjà à la tuer quand tout à coup je fus frappé par sa beauté. Je baissai mon épée, je mis en avant mon bouclier. Elle s'y cogna, elle tomba à la renverse. Patrocle, je ne sais pas quoi te dire. Mais à cet instant-là, nous regardant l'un l'autre, nous comprîmes que nous étions faits l'un pour l'autre. Une fois encore, Massimo Schuster mêle petites et grandes histoires, mythes et légendes. Hier, il adaptait le Mahabharata, aujourd'hui l'Iliade et l'Odyssée, toujours accompagné de ses créatures. Puis je la pris et je l'amenai loin, loin de la mort, loin de l'odeur du sang. Le marionnettiste donne de l'énergie à la marionnette qui lui revient par la marionnette, qui parfois fait des choses. On a l'impression qu'on est en train de manipuler, tout à coup on est surpris par ce qu'elle fait. Donc il y a ce va-et-vient entre moi et l'objet que je manipule. Le spectateur voit la marionnette, me voit en même temps, et c'est finalement un cercle magique et très mystérieux que je n'arrive pas encore à analyser parfaitement. La vie, c'est mon père qui me l'a donnée. Ma mère, elle avait essayé de me la voler. Rien ne prédestinait Massimo Schuster à cette forme d'expression. Dans les années 70, comédien de formation classique à Milan, il rencontre la troupe américaine Bread and Puppet, un théâtre hors norme, populaire, politique, une rencontre déterminante. Ce qui m'intéresse, c'est de parler du monde d'aujourd'hui et en même temps de souligner toujours celle qui, à mes yeux, est une chose très importante, c'est-à-dire la nécessité pour ce monde d'aujourd'hui de revenir à ses mythes fondateurs et de marteler un peu dans la tête du public que ces histoires-là qui nous ont construits sont belles, fortes et actuelles. Car depuis des siècles, les poètes chantent la même histoire. Ton histoire. Et comme ça, les poètes, ça chante. Eh oui, ils chantent, les poètes. Avec son dernier guerrier, comme avec tous ses spectacles, Massimo va parcourir le monde.
Un monde qui continue à tourner mais qui, depuis l'Iliade et l'Odyssée, n'a peut-être pas beaucoup changé. Méditerranéo, c'est terminé pour cette semaine. Rendez-vous très bientôt pour de nouveaux reportages en Méditerranée.